Bonsoir les aventurières. Je fais mon contenu un peu tard, j'ai failli oublier, j'étais sur le point de me glisser dans mon bar et je me dis ah merde, le challenge des 90 jours de contenu, clairement ça vient me chercher autant que tout le monde. Ce soir j'ai décidé de faire un point rapide sur 2 ingrédients que tu peux mettre en place tout de suite pour adopter une courbe de progression fertile pour ton cœur de métier. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il y a plein de choses dont tu dois t'occuper. Tu dois t'occuper de toi, ton niveau d'énergie, c'est-à-dire ça va concerner tout ce que tu fais pour ton hygiène de vie, mais pas que. Ça va aussi concerner ton développement personnel, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour aller voir les endroits où tu investis beaucoup d'énergie dans de la peur, où tu es accroché à des choses du passé? Qu'est-ce que tu vas investir sur cette partie qui concerne ton énergie, ton leadership? Donc vraiment toi avec toi-même. Et encore une fois, c'est pas que la partie physique qui est concernée. Il y a la partie entrepreneuriale. Donc ça concerne tout le monde, même les artistes. C'est aussi comment je vends ce que je fais, comment je market, comment est-ce que je progresse là-dessus. J'apprends à mieux savoir ce que mon marché veut, comment je parle aux gens, comment je développe de la visibilité pour mon projet, etc., etc. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à tester et à mettre en place. Et puis, il y a la troisième partie qui est mon cœur de métier. Ton cœur de métier, c'est un sujet de préoccupation majeur. C'est-à-dire, déjà, si tu veux que ton niveau de kiff continue à se développer en faisant des trucs médiocres qui progressent pas beaucoup, il y a juste pas beaucoup de kiff à ça. Et ensuite, pour augmenter ta valeur en permanence sur le marché auprès de tes clients, c'est nécessaire en fait d'avoir un regard là-dessus, c'est-à-dire de savoir répondre très facilement. Qu'est-ce que je fais pour augmenter en permanence ma valeur sur mon cœur de métier? Moi, aujourd'hui, je peux dire très clairement ce que je fais pour augmenter ma valeur en tant que coach. Et je peux dire très clairement les endroits où je sais que j'ai des zones d'angle mort et que je suis en train de mettre l'accent là-dessus. Donc, j'ai les zones que je renforce et j'ai les zones que je développe. C'est hyper clair pour moi comment je bosse ces choses-là. Pour beaucoup de gens, c'est pas du tout clair. Donc, si vous êtes dans le métier d'accompagnement, c'est simple, c'est la supervision qui vous fait progresser sur le cœur de votre métier, la façon dont vous accompagnez. Et puis, ça n'est pas la même chose, c'est important ça n'est pas la même chose que ce que vous faites sur votre niveau d'énergie, sur votre niveau d'affirmation, sur votre développement perso. Le développement perso, c'est pas du tout la même chose que le cœur de métier. Ça fait partie évidemment parce que l'humain que vous êtes va accompagner les gens et donc il va plus vous travaillez sur vous et plus vous mettez à jour des choses, plus vous êtes affirmé, plus vous avez de clarté aussi sur vos perceptions et vous mettez moins de choses dans les coachings, mais ça ne protège pas du tout de toutes les choses qui vont se jouer en cycle en fait entre la personne accompagnée, l'accompagnant, dans les deux sens. Donc la supervision, ça sert à ça. C'est vraiment l'espace d'entraînement. Hein, c'est comme les gens qui courent, les marathoniens, les coureuses de fond, elles vont s'entraîner tous les matins. Nous, c'est pareil. On fait de la supervision pour ça. Donc ça, c'est une chose, un ingrédient. Moi, je suis coach business, donc j'ai et la partie coaching à m'occuper et la partie business à m'occuper. Donc, il y a tout ce que j'acquiers en termes de coaching, d'accompagnement. Donc ça, c'est sortir quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur, faire émerger. Et puis, il y a la partie plus consulting. Donc, il y a des connaissances business à avoir qui me permettent du coup de mieux accompagner, de me poser des questions différentes, de plus facilement voir s'il y a des incohérences dans un business model, et donc d'accélérer la progression de mes clients, de leur clarifier des étapes du chemin ou de poser les bonnes questions pour eux, pour les faire avancer. Donc ça, c'est les deux parties. Donc premièrement, premier ingrédient, c'est qu'est-ce qu'il y a en place là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans ton quotidien? Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas de sous, donc je sais pas comment je peux faire... Comment est-ce que je peux faire pour progresser? Alors déjà, première chose, moi, dès que j'ai eu des sous, même presque avant que j'ai eu des sous, en tout cas, dès que j'ai eu des coachings, j'ai tout de suite pris de la supervision. Une partie du budget a tout de suite été réinvestie sur de la supervision. C'était un choix, j'ai réinvesti et j'ai tout de suite pris beaucoup de supervision. J'avais 2 superviseurs différents, 2 espaces de supervision différents. Deuxième chose, demain soir, mais en fait mercredi et jeudi. Donc moi, je suis formée au coaching individuel et coaching d'équipe. En coaching d'équipe, je sens que j'ai moins d'expérience. J'ai coaché une équipe qui était un binôme. Là, je suis en train de coacher aussi un binôme d'associés. Je fais moi-même partie d'une équipe, donc du coup, je suis coachée à ce titre-là. Je suis coachée.
Donc, j'ai assisté au coaching d'équipe en tant que membre de l'équipe et je suis en train de construire mon équipe. Donc, du coup, il y a aussi dans cet endroit-là des questions et des interrogations que je me pose, des façons d'avancer avec ça qui me donnent aussi de la légitimité sur le coaching d'équipe. Mais je trouvais que c'était un peu light, que ça manquait un peu de matière. Et donc, je sais que une copine à moi, donc Flora, qui est entrepreneur aussi, fait coacher son équipe. Donc, je lui ai demandé, est-ce que c'est OK pour toi si j'assiste à votre coaching d'équipe pour pouvoir apprendre, progresser. Et j'ai demandé, alors là, j'avais fait une boulette, j'avais pas demandé à la coach. Oups. Donc après, j'ai rattrapé le coup. J'ai appelé la coach pour lui demander si c'était OK pour elle. Elle m'a demandé ce que je pouvais faire pour équilibrer le fait que j'allais recevoir de la formation gratuitement, que normalement elle disait non. Donc qu'est-ce que je vais faire pour rééquilibrer ça, pour donner de l'autre côté? Et donc j'ai réfléchi, je lui ai fait des propositions et elle est revenue vers moi finalement en disant que elle avait une forte envie de transmission et que du coup si moi je faisais des vidéos pour transmettre à mon équipe anti-leadership, ce que j'apprends dans le cadre de mon observation, pour elle, c'était OK, c'était équilibré. Donc, c'est ce que je vais faire. Et donc, du coup, ça me prend du temps, moi aussi. Ça va être 2 jours où je vais pas coacher, donc je vais pas pouvoir être avec mes clientes. C'est du temps ensuite pour faire les vidéos, pour retraduire tout ça. Mais c'est un vrai choix que je fais pour investir, encore une fois, progresser, continuer à challenger mes compétences. Et même si j'ai pas encore des équipes de cette taille-là, moi, en tant que coach à coacher, je vais chercher ces espaces d'entraînement, ces espaces d'observation. Et là, pour le coup, ça va pas me coûter de l'argent, c'est-à-dire qu'après, je vais faire les vidéos, ça va juste me coûter du temps, en fait, de l'investissement en temps. Mais pour ça, il a fallu que j'y aille, que j'aille à la pêche aux infos, que j'ose demander et que je pose le désir de j'ai envie de progresser comme coach business, comme coach d'équipe, pardon. Donc, je vais aller observer un coaching d'équipe pour pouvoir m'améliorer là-dessus. Donc, c'est important d'être créatif là-dessus aussi. Si vous n'avez pas tout de suite des moyens, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez peut-être assister à des supervisions en échange de rendre service, je ne sais pas moi, aux gens. Vous pouvez peut-être aller solliciter d'autres coachs, imagine, qui ont besoin de, je sais pas moi, de quelques tâches et puis échanger ça contre du temps de supervision. J'en sais rien. En tout cas, quand on veut créer des espaces d'entraînement comme ça, c'est possible. Et c'est hyper important. Ça a vraiment, moi, très clairement, j'ai coaché pendant 6 ou 7 mois avant de pouvoir entamer ma formation. Donc, j'ai mis le paquet sur la supervision parce que c'était mon espace de progression premier. J'étais pas formée, mais j'étais beaucoup supervisée, beaucoup coachée. Et c'est ce qui a permis de faire monter en qualité mes coachings très rapidement. Et moi, je sais que, j'étais pas la même coach 5 mois plus tard, 5 mois avant. Il y avait une vraie montée en puissance de ça. Donc voilà comment ça peut se passer, ces espaces d'entraînement. Le premier ingrédient, c'est créer ces espaces d'entraînement, de progression. Si vous n'êtes pas sûr dans quoi c'est primordial de progresser, déjà ça peut valoir le coup de faire un coaching là-dessus, de vraiment clarifier sa courbe de croissance, d'apprentissage. Et aussi, c'est pas très grave en fait. Essayez quelque chose, dites-vous dans le marketing par exemple, il y a énormément de domaines. Je sais pas par quoi commencer. Commencez par là où vous avez du plaisir, parce que vous avez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Et puis, nourrissez-vous de ça. Et du coup, en progressant là-dessus, donc si le marketing, c'était votre cœur de métier, en progressant là-dessus, vous allez avoir des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ah, ok, du coup, mais je vois que pour améliorer encore mes compétences ou pour être encore meilleur, il faut que j'aille chercher cette brique-là. Donc, allez-y au kiff. Deuxième ingrédient, très important également, la prise de risque, en fait. La vraie prise de risque. C'est-à-dire que accumuler des compétences ou absorber énormément de compétences sans prendre le risque de les mettre en action, ça va pas vous améliorer sur votre cœur de métier. Ce qui va vous améliorer sur votre cœur de métier, c'est les endroits où il y a un petit endroit de stress, pas une énorme marche qui est impossible à gravir, mais un espace où il y a un peu de stress. Il y a quelques semaines, là, j'ai reçu un mail par surprise où on me proposait d'être le binôme d'une coach d'équipe à Paris pendant une journée en anglais pour une équipe de managers dans le conseil. Ça s'est pas fait. La personne que j'ai eu au téléphone, en fait, elle avait changé d'avis, elle voulait plus de binôme, mais on a quand même eu une discussion ensemble.
Et c'était un vrai risque pour moi. Déjà, il fallait que je bouge des rendez-vous jusqu'à la dernière minute. J'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Je savais pas combien d'argent elle pouvait me payer. Je savais par contre que j'allais pas brader mes services parce que voilà. Mais il y avait une vraie prise de risque. C'est en anglais. C'est de la co-facilitation avec quelqu'un que je connais pas très bien, que j'avais eu une seule fois sur Skype. Mais j'ai dit oui tout de suite. Dès que j'ai vu le mail, j'ai même pas hésité une seconde en fait. Je me suis dit mais de toute façon, faire monter mes compétences de coach, c'est dans mes top priorités, donc je réfléchis pas et j'y vais. Donc j'ai tout mon système d'entraînement où c'est très important de savoir qu'on est sur un cycle. Je passe à l'action, je réajuste, je regarde mes objectifs, je passe à l'action, je réajuste, je regarde mes objectifs, etc., etc. Donc on est vraiment sur quelque chose où on réajuste en permanence. Et en parallèle de ces espaces d'entraînement qui se réajustent et qui se travaillent en permanence, il y a les espaces de prise de risque. Et donc là, c'est j'évalue le niveau de prise de risque, à quel moment je me mets en danger, à quel moment... Si aujourd'hui on me demande de faciliter une équipe de 12 personnes en anglais toute seule, je vais dire non, je vais prendre quelqu'un pour co-faciliter avec moi et je vais aller chercher dans mes ressources qui peut être une bonne personne pour m'accompagner. Pareil, en mon tout premier coaching d'équipe, j'avais profité du fait que j'étais encore en formation pour demander un temps de travail sur un plan et vraiment une façon d'avancer avec ça. Si j'ai un coaching d'équipe l'année prochaine qui se profile, qui est très très excitant pour moi, qui est pareil très joyeux, je vais peut-être même pas gagner d'argent là-dessus parce que je vais prendre une journée ou une demi-journée de travail avec quelqu'un de plus expérimenté que moi pour préparer minute par minute, pour tester, pour rebondir et pour arriver surpréparé quasiment à ce truc-là. Donc voilà, ce que je voulais partager ce soir, c'est que les putains de compétences de cœur métier ne sont pas une option. Non seulement c'est a priori la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, qui vous fait kiffer. En plus, c'est des trucs qui payent sur le très long terme, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une courbe de progression de ce style-là, quoi. On est sur quelque chose d'exponentiel. Donc au début, ça paye démesurément pas, et à un moment, ça paye démesurément. Mais ça va peut-être payer dans 10 ans. Évidemment, ça demande des ajustements. Ça va pas payer que dans 10 ans, mais ça va peut-être payer démesurément dans 10 ans. C'est des petits efforts qui sont quasiment invisibles pendant longtemps. Et donc, c'est espace d'entraînement, espace de prise de risque. Les deux choses sont très importantes. L'une ne va pas sans l'autre. Prendre des risques sans espace d'entraînement, c'est juste être casse-cou et se mettre en danger. Et avoir un espace d'entraînement sans prise de risque derrière, c'est juste engranger des connaissances et puis ne jamais aller se challenger. Donc, pas de progression non plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les deux ingrédients de progression sur votre cœur de métier. Ça m'intéresse beaucoup dans les commentaires que vous partagiez par rapport à votre métier, à quoi ça pourrait ressembler en fait dans d'autres métiers. Ça va donner des idées à tout le monde si on partage ça. Je vous ai expliqué pour moi en tant que coach à quoi ça ressemblait. Je peux vous dire aussi en tant qu'artiste, mon espace d'entraînement, j'en ai deux. Je chante dans une chorale et je fais des cours de stand-up. Espace de prise de risque, c'est la scène que j'ai faite dans le cadre de mon équipe en septembre. Et c'est des espaces de scène ouverte que je suis en train de regarder qui me challenge très fort. C'est aussi le fait de prendre le risque de faire une vidéo humoristique pour les aventurières, par exemple. Donc c'est ces espaces-là qui vont être des espaces de prise de risque. Et je vois très très bien l'envie énorme de me planquer parce que je suis beaucoup plus débutante dans l'artistique, de rester dans les espaces d'entraînement, dire oh mais c'est génial parce que je prends pas de risques, etc. Dans la chorale, bien caché au milieu de tout le monde, il y a pas de danger et tout ça. Et dans le théâtre, de rester là en pratique et puis de pas prendre le pas du risque. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais maintenant aller prendre mon bain et je vous dis à demain.